Ma sœur a dit nous nous sommes mariés hier et m'a effacé de la famille. Elle a utilisé mon nom, ma maison, mon argent et m'a appelé le portefeuille alors j'ai construit un dossier. Elle ne l'avait jamais vu venir. Le soleil venait à peine de filtrer à travers les stores lorsque j'ai attrapé mon téléphone. Il n'y avait aucune cérémonie dans mon mouvement, juste une habitude calme et rodée. Je n'avais pas parlé à Griselda depuis des mois, peut-être plus. Mais j'avais une raison cette fois. La semaine dernière, j'avais acheté un foulard à Charleston. De la soie verte, la même teinte pour laquelle nous nous disputions quand nous étions petites. Il était posé, plié dans une petite boîte à côté de ma tasse de café. Je suis restée assise un moment avant de passer l'appel. Pas parce que j'étais nerveuse, mais plutôt parce que j'essayais de me rappeler si c'était une bonne idée. Puis je me suis dit quelque chose de stupide. Peut-être que c'était le début de notre relation de sœur à nouveau. J'ai tapé son nom et j'ai attendu. Quand elle a décroché, il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Elle était brève, sèche, comme si elle avait déjà décidé que je l'interrompais. Je lui ai demandé directement, alors, c'est quand le mariage? Griselda a ri légèrement. Oh, nous nous sommes mariés hier. C'était petit. Seules les personnes spéciales étaient invitées. C'est là que mes oreilles ont cessé de fonctionner. Ces mots se sont posés là comme des clous sur la table. Je ne savais même pas quoi dire. J'ai baissé les yeux vers la boîte du foulard. Mes mains ont commencé à trembler. Je ne l'ai pas laissé tomber. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai fait que fixer ce ruban, le petit enroulement que j'avais fait pour le rendre présentable. Elle n'a pas expliqué. N'a rien offert. C'était magnifique, a-t-elle dit, comme si elle lisait un scénario. Très intime. Pas de drame. Je me souviens avoir pensé, était-ce censé me faire me sentir mieux? J'ai vérifié la date sur mon téléphone à nouveau. Elle ne plaisantait pas. J'ai mis fin à l'appel calmement. Pas de théâtralité pour raccrocher, pas d'exigence de réponse, j'ai juste raccroché. Je me suis assise à la table de la cuisine avec cette boîte devant moi. Je l'ai regardée comme si c'était quelque chose de toxique. Puis j'ai attrapé mon téléphone. Ma boîte de réception était vide. Pas d'invitation, pas d'appel manqué, pas de SMS accidentel, rien. J'ai ouvert Facebook, puis Instagram. Elles étaient là. Des photos que je n'étais pas censé voir. Griselda en blanc, les cheveux coiffés comme si elle était née avec une styliste. Ma mère à ses côtés, comme si elle venait de couronner une reine. Mon frère applaudissant en arrière-plan. Et la voix de Griselda dans la légende. Entourée des gens qui comptent le plus. Ce qui m'a stupéfaite, ce n'est pas que je n'étais pas là. C'est à quel point ils avaient l'air normaux sans moi. J'ai fait défiler jusqu'à ce que je m'arrête net. Une des invitées avait posté une capture d'écran du message de mariage de Griselda. Une petite citation, 3 phrases, de jolies paroles sur la croissance, la famille et la paix. C'était mon message. Je l'avais écrit il y a 2 semaines. Un brouillon toujours sauvegardé dans mon application de notes. Je ne l'avais jamais envoyé. J'avais travaillé sur ce que je dirais si on me demandait de faire un toast. Et voilà, mot pour mot sous le nom de Griselda. J'ai regardé mon téléphone comme s'il avait soudainement des dents. Ce n'était pas juste m'oublier. C'était m'utiliser sans même la courtoisie d'une reconnaissance. Plus tard dans l'après-midi, j'ai ouvert la boîte du foulard. Je l'ai déballé, tenu la soie dans mes mains. C'était doux, léger comme l'air. Pendant un instant, j'ai imaginé qu'elle l'ouvrait, souriante comme elle le faisait quand nous avions 12 ans. Puis je l'ai replié et remis dans le tiroir, soigneusement, pas avec colère, pas avec drame, juste fait. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le vieux dossier était là sur mon bureau. Succession, papa. Je ne l'avais pas ouvert depuis que nous avions tout finalisé après son décès. J'ai cliqué dessus. Les documents se sont chargés lentement, comme s'ils savaient que je n'étais pas prête. Ligne par ligne, j'ai scanné chacun d'eux. Le voilà. Mon nom barré, remplacé par le sien. Ce n'était pas une rature. C'était subtil, discret, le genre de changement que l'on ne remarque que si l'on regarde attentivement. Je l'avais remarqué une fois il y a 1 an, j'avais demandé à Griselda à ce sujet.
Elle avait ri. Elle avait dit que ce n'était que du jargon légal. À l'époque, je la croyais. Maintenant, je ne sais pas quoi croire. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à la table, l'écran brillant de bleu, le foulard toujours dans le tiroir. Et je me suis dit, pas à voix haute, juste dans ma tête. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont effacé. Et ils pensaient que je ne le remarquerais pas. Ce foulard est resté dans le tiroir. Je ne l'ai pas bougé après cette première nuit. Je ne l'ai pas touché. Je l'ai juste laissé plier comme il était venu du magasin. Propre, doux, comme s'il portait encore l'illusion avec laquelle je l'avais acheté. Pendant quelques jours, j'ai essayé de me convaincre que j'avais mal compris. Peut-être que Griselda ne voulait pas dire ça comme ça. Peut-être que j'avais imaginé le ton tranchant. Seules les personnes spéciales étaient invitées. Je le remettais en boucle dans ma tête, essayant de l'entendre différemment. Puis, un jeudi après-midi paresseux, en vidant l'armoire dans le couloir, j'ai trouvé un vieux dossier rouge accordéon de la succession de papa. Glissé avec du courrier bancaire non ouvert et des reçus fanés. Il portait une étiquette que je reconnaissais. Son écriture, en majuscule, Property, main house. Par habitude, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les copies originales de l'acte de propriété, imprimé en dur, notarié. Mon nom était là, clair comme le jour. Copropriétaire, deuxième signataire. Puis je me suis souvenu de quelque chose de l'automne dernier. Griselda m'avait envoyé un email me demandant si elle pouvait simplifier la documentation à des fins de refinancement. Je n'y avais pas pensé 2 fois, je n'avais même pas demandé à voir les nouveaux papiers. Je suis allé à mon bureau et j'ai cherché dans ma boîte de réception. Le voilà, un PDF datant d'il y a seulement 2 mois. Je l'ai ouvert et j'ai figé. Mon nom avait disparu. Là où j'étais auparavant listé comme propriétaire secondaire, il n'y avait plus qu'un seul nom, le sien. Je me suis reculé lentement dans la chaise, pas en colère, pas choqué, juste froide. Il ne s'agissait pas d'un mariage. Cela était en mouvement bien avant cet appel téléphonique. Cette nuit-là, j'ai imprimé les 2 versions de l'acte. J'ai pris un surligneur jaune et j'ai encerclé mon nom sur l'original, puis j'ai dessiné une boîte vide sur le nouveau. Ce n'était pas une formation juridique. C'était une mémoire musculaire. Quelque chose en moi avait besoin de voir la preuve, pas seulement de la lire. Ce n'est pas oublié, ai-je murmuré. C'est réécrire. Le lendemain, c'était mon anniversaire. J'avais envoyé une invitation à ma mère et à Griselda la semaine précédente. Rien de grandiose, juste un dîner dans un petit bistrot que j'aimais en centre-ville. Table pour 3. J'avais réservé tôt, choisi un coin près de la fenêtre, emporté le même foulard cadeau avec moi. Je pensais peut-être qu'elle se présenterait. Peut-être que quelqu'un choisirait la décence plutôt que la distance. Je me suis assise à 18h. À 18h30, j'avais refait ma serviette 2 fois, répondu à un appel sans importance d'un démarcheur téléphonique, et dit au serveur que j'allais attendre encore un peu. À 19h, un message est arrivé. Un SMS de groupe, tellement désolé, complètement oublié. Maman et moi prenons un vol ce soir pour une conférence. La prochaine fois. Aucune excuse, aucune reconnaissance de l'occasion. Juste la prochaine fois. Le serveur, un jeune homme aux yeux doux, m'a apporté un dessert gratuit avec une étincelle. J'ai souri, non pas par gratitude, mais parce que c'était la seule chose que je pouvais faire sans pleurer. Je l'ai remercié, j'ai demandé l'addition, j'ai emballé le gâteau. En rentrant à pied, je suis passé devant notre ancien parc de quartier. Chose amusante, à 10 ans, Griselda m'avait dessiné une image de nous tenant la main sous un grand arbre. Elle avait écrit « Tu es ma personne préférée », en rose, en épelant mâle préféré. Je l'avais gardé pendant des années. Cette nuit-là, en passant devant ce même arbre, je m'en suis souvenu vivement. Mais pour la première fois, je me suis demandé si j'avais accordé plus d'importance à ce moment qu'elle ne l'avait jamais fait. Peut-être que cette version de Griselda, celle que j'avais construite dans mon esprit, n'avait jamais vraiment existé. Peut-être qu'elle avait toujours été cette personne, et que je refusais de le voir. La partie la plus difficile n'est pas d'être exclu. C'est de réaliser qu'on n'a jamais vraiment été dedans. De retour à la maison, je me suis assise sur le bord du lit, tenant toujours mon téléphone.
J'ai tapé un message à ma mère. Pouvons-nous parler de la maison? J'ai trouvé quelque chose. Je l'ai regardé une minute, l'ai supprimé, puis j'ai essayé d'appeler. Messagerie vocale. Je n'en ai pas laissé. J'ai vérifié Facebook. Mon message d'anniversaire avait 3 likes, 2 de collègues, aucun commentaire de la famille, même pas un pouce levé. Quand on est utile, ils appellent, ai-je murmuré. Quand on a mal, ils sont occupés. J'ai ouvert un autre message. Celui-ci destiné à Griselda. Il disait simplement, pourquoi? Je ne l'ai pas envoyé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau document Google, je l'ai nommé Timeline des changements de succession. J'ai commencé à lister tout. Date, nom, signataire, contrôle de version, aucune émotion, juste une méthode. Le foulard était toujours dans le tiroir. Cette nuit-là, je l'ai remis au même endroit. Laissez-les penser doucement que je suis silencieuse. Les gens silencieux savent où sont les dossiers. Je n'étais pas encore en colère. Pas vraiment. J'étais autre chose. Engourdi, peut-être. Ce genre de silence où tout en toi bouge, mais rien ne fait surface. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui se souvenait encore de qui j'étais avant. Pas pour la pitié, pas même pour de l'aide, juste pour savoir que je n'étais pas folle. Alors, j'ai appelé Vespé Crowley. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis le décès de papa. Elle était comme une deuxième sœur. Elle avait géré la plupart des documents de succession avec moi, elle s'était même assise à côté de moi lors de certaines des premières audiences. Il fut un temps où je lui faisais plus confiance qu'à quiconque dans la famille. Elle disait toujours, nous sommes ceux qui tiennent la colle. Tous les autres font le désordre. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à 2 pâtés de maison du palais de justice. C'était notre endroit habituel. Un coin tranquille, trop de citron dans l'eau, et une serveuse qui ne pressait jamais personne. Vespé a souri quand elle m'a vu, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Elle semblait plus mince, ses cheveux tirés plus serrés, son téléphone toujours face cachée, mais à portée de main. Quand nous nous sommes serrés dans les bras, ses bras ont à peine enveloppé mes épaules. Nous avons parlé de choses légères, de son travail de conseil, d'une blague rapide sur les avocats. Puis je lui ai parlé de la succession. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Les choses sont devenues vraiment compliquées après que tu t'es retiré, Élan. Je ne voulais pas être prise entre toi et Griselda. Je ne me souvenais pas m'être retiré. Elle a remué sa paille dans le thé glacé. Je pensais que tu étais passé à autre chose. J'ai demandé si elle avait vu les documents finaux. Elle a dit que non, puis a commencé à tripoter la chaîne autour de son cou. Une vieille habitude. Elle faisait toujours ça quand elle ne disait pas la vérité. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé, ai-je dit. Je ne peux pas m'impliquer, a-t-elle répondu. Elle est partie 10 minutes plus tard en disant qu'elle avait un appel client. J'ai payé l'addition, je suis resté assise à regarder une salade que je n'avais pas touchée. Le siège en face de moi est resté chaud pendant peut-être 30 secondes avant de redevenir froid. En rentrant à la voiture, j'ai repensé à nos soirées pyjama d'enfance, aux cartes d'anniversaire signées, meilleurs amis pour toujours. L'été où nous avions enterré une capsule temporelle derrière le rosier. Drôle comme les gens peuvent garder vos secrets pendant des années et les laisser dans la terre au moment où les choses deviennent gênantes. Il ne faut pas crier pour perdre quelqu'un. Parfois, le silence est plus fort. Je ne suis pas rentré directement à la maison. Au lieu de cela, j'ai fait un arrêt chez Griselda. Je me suis dit que je ne faisais que déposer un livre pour Zéphyr, son fils. Il aimait la science-fiction, et j'avais trouvé une première édition qu'il avait mentionnée une fois. C'était tout. Griselda n'était pas là. La femme de ménage m'a laissé entrer. Zéph était assis par terre dans le salon, un casque sur une oreille, une manette à la main. Il a souri en me voyant. « Tu es venu » a-t-il dit. « Cool. » Nous avons parlé quelques minutes. Je lui ai donné le livre. Il l'a parcouru, a dit merci, puis a levé les yeux et a dit « Maman dit que tu fais juste du drame. Que tu ne comptes de toute façon pas dans le testament. » Je n'ai pas bronché, mais tout en moi s'est arrêté. J'ai souri doucement. Oh, pourquoi dirait-elle ça? Il a haussé les épaules, continuant à jouer. Elle dit,
tu ne fais plus vraiment partie de la famille principale comme avant, mais tu es devenu un peu bizarre après la mort de grand-père. Je me suis assise au bord du canapé, non pas pour me reposer, juste pour me stabiliser. Les enfants n'inventent pas ces choses-là. Ils répètent ce qu'ils entendent à table. Je suis parti peu de temps après, je l'ai serré dans mes bras, j'ai remercié la femme de ménage, j'ai marché jusqu'à ma voiture sur des jambes qui ne semblaient pas réelles. Je me suis assise au volant, le moteur éteint, les mains sur le volant, pas de musique, pas de mouvement. Il ne m'excluait pas simplement, il me réécrivait. J'ai commencé à me demander combien d'autres avaient déjà entendu cette version de l'histoire. Combien de personnes pensaient maintenant que j'étais instable, dramatique, difficile, juste parce que cela convenait au récit de quelqu'un d'autre? Cette nuit-là, je ne suis pas allé me coucher. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai sorti toutes les boîtes que j'avais. Relevés bancaires, anciens relevés, copies notariées de dossiers juridiques. Je les ai étalés, j'ai imprimé de nouveaux, j'ai surligné les incohérences, encerclé les dates, tabulé les pages. Il ne s'agissait plus de vengeance. C'était de la préservation. Je n'allais pas discuter avec elle dans les groupes de discussion familiaux. Je n'allais pas envoyer un autre message pour être incluse. J'allais tout documenter. Tranquillement, sans relâche, j'ai ouvert un nouveau dossier, je l'ai nommé épreuve. Pas pour elle, pour moi. Juste avant le lever du soleil, j'ai ouvert le tiroir, j'ai ressorti le foulard vert et je l'ai délicatement placé dans ma mallette. Par la fenêtre, j'ai regardé une seule voiture passer, les phares coupant mon mur comme une excuse silencieuse. S'ils ont déjà décidé que je n'ai pas ma place, ai-je murmuré à personne. Alors je n'ai plus rien à protéger. J'ai cliqué sur une nouvelle note sur mon téléphone, j'ai tapé et trouvé un avocat spécialisé en succession. Discret, sans liens familiaux. J'avais passé le week-end à recouper des emails et des documents juridiques jusqu'à ce que mes yeux ressemblent à du papier. Le lundi matin, j'ai conduit jusqu'au bureau du journal local. J'ai dit à la femme à l'accueil que je faisais des recherches pour un article public lié au dépôt de succession. Elle m'a tendu un exemplaire de l'édition preview du dimanche. La Legacy Pierce, 3 générations de leaders communautaires. Police de caractères audacieuse au-dessus du pli. Des photos partout. Je n'ai pas vu mon nom une seule fois. Griselda était photographiée sur 3 clichés, aux côtés de notre mère, s'exprimant lors d'un gala de collecte de fonds, debout seule sur le porche de la maison de notre père, comme si elle l'avait construite elle-même. Il y avait une photo de groupe. La famille réunie sur les marches du palais de justice après la restructuration de la fondation. Je connaissais cette photo. J'en faisais partie, ou j'en avais fait partie. Maintenant, le côté gauche de l'image avait été proprement coupé. L'espace où j'avais posé à côté de notre père avait disparu. J'ai regardé la mise en page. Mon estomac n'est pas tombé. Il s'est resserré. Comme si j'avais avalé un souffle qui ne pouvait pas sortir. Ils m'ont supprimé comme si j'étais une tâche. Je suis parti sans dire grand-chose. En rentrant, j'ai fait un détour. Il y avait une petite imprimerie sur Abrom que j'utilisais il y a des années, le genre qui se souvient encore des gens. J'ai marché et demandé au vendeur, un type aux tempes grisonnantes et au sourire doux, s'ils avaient une sauvegarde de la photo de groupe originale du palais de justice. Il a incliné la tête, pensif, puis a claqué des doigts. Ah oui, celle avec la grande femme à côté de Monsieur Pierce, non? C'est celle-là, ai-je dit. Il l'a trouvée. La version non éditée. Et voilà, là où je me souvenais, debout à gauche de papa, le bras autour de son coude, souriant droit dans l'objectif. Il m'a tendu un tirage de présentation. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit, puis-je avoir 2 copies, glacées, une format portefeuille, une en grand. Il n'a pas demandé pourquoi. La preuve que j'existais, même quand ils prétendent que non. De retour à la maison, j'ai mis le tirage grand format sur le réfrigérateur. L'autre est allé dans le classeur de succession. Cette photo avait été prise juste après notre dernier vote fiduciaire. Je me suis souvenu que Griselda m'avait mise auparavant, me demandant d'enlever le foulard vert que je portais autour de mon cou. Elle avait dit qu'il jurait avec la palette familiale. J'avais levé les yeux au ciel, ri, et l'avais enlevé. C'était le même foulard que j'avais prévu de lui offrir, celui qui était encore plié dans le tiroir.
J'ai pensé à ce moment-là pendant un long moment, à quel point il avait semblé insignifiant alors, comme une simple préférence de couleur. Maintenant, je me demandais si elle travaillait à ma suppression depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Ce jour-là a marqué quelque chose dans mon esprit. Un pivot. La vérité n'était pas seulement ce dont je me souvenais. C'était ce que je pouvais prouver. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Tu as vu l'article dans le journal ?» ai-je demandé avec des contractions. « Je l'ai vu » a-t-elle dit. C'était très bien écrit. Belle mise en page. As-tu remarqué quelque chose qui manquait? Une pause, puis, comme pour enlever une peluche d'un manteau. Je n'ai pas fait les sélections, Hélène. C'était pire que le déni. C'était la complicité sans culpabilité. Je n'ai pas argumenté. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas expliqué ce que je ressentais. J'ai juste dit « d'accord ». Et j'ai raccroché. J'ai passé le reste de la journée par terre dans mon bureau. Des papiers étalés autour de moi. Je ne les triais pas encore pour des procédures judiciaires. Je collectais les omissions, chaque fois que je n'avais pas été invité. Chaque endroit où mon nom avait été omis. Chaque siège de conseil réassigné pendant ma pause. Chaque fil de mail sur lequel je n'avais pas été copié. Je les ai écrits un par un, étiquetés par date. J'ai posté une note autocollante au-dessus de mon bureau. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais vraiment eu, mais on peut retrouver ce qui est légalement à soi. Fini les SMS. Fini les tentatives d'être incluses. Il ne s'agissait plus de sentiments. C'était une affaire. Le soir, j'avais construit une chronologie squelettique des termes originaux de la fiducie, recoupée avec les documents de mon père. Tous les écarts, tous les échanges, toutes les suppressions. L'émotion ne m'a pas protégé, ai-je dit à voix haute à une pièce vide. La précision pourrait. J'ai fermé mon ordinateur portable et ouvert un verre d'eau, j'ai vérifié mon téléphone. Quelque chose était apparu sous la version en ligne de l'article. Premier commentaire, il n'y a pas une 3e sœur où j'ai imaginé? 12 likes. Quelqu'un d'autre a répondu, non, il y avait quelqu'un d'autre. Je me demande ce qui s'est passé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai sauvegardée dans le dossier marqué écho. Certaines personnes se souviennent encore. Ça compte plus que je ne le pensais. L'armoire dans le bureau de papa n'avait pas été ouverte depuis plus d'1 an. Je le savais car la poussière ne mentait pas. Je me suis agenouillé devant elle sans véritable plan. Je ne cherchais rien. Je vérifiais juste, je touchais ce qui restait, et c'est là que j'ai trouvé l'enveloppe, jaunie, glissée derrière une pile d'anciens enregistrements de taxes foncières. L'étiquette disait « Dernier exemplaire original du testament, témoin ». Ma poitrine ne s'est pas serrée. Mes mains n'ont pas tremblé. Je l'ai juste ouverte. À l'intérieur se trouvait la version dont je me souvenais. Son écriture toujours nette, sa signature toujours profonde comme s'il pensait chaque trait. Et en dessous les mots « Ma fille qui n'a rien demandé ». Mon nom était le premier, pas le deuxième, pas aussi inclus, premier exécuteur testamentaire, héritier principal. Donc, je n'imaginais pas. Je ne réécrivais pas l'histoire dans ma tête. C'était eux. J'ai pris une profonde inspiration. Cela ne faisait pas exactement du bien. C'était comme une vindicte enveloppée de chagrin, comme trouver un vieux manteau que vous pensiez avoir perdu, pour réaliser qu'il ne vous allait jamais vraiment. J'ai ouvert la copie numérique que Griselda avait déposée quelques mois après les funérailles de papa. Son nom y était seul. Pas de formulaire d'amendement, pas d'avis de révision, juste un nouveau PDF élégant avec une mise en forme polie et un horodatage qui coïncidait commodément avec la semaine où j'étais hors de la ville pour gérer son service commémoratif en Caroline du Nord. Ce n'était pas un oubli, c'était un remplacement. J'ai aligné les deux versions, je les ai imprimées côte à côte. La sienne était propre, la mienne était réelle. La signature originale de papa était notariée. L'enveloppe avait un cachet de la poste datant de 2 jours avant qu'il ne tombe dans son coma final. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert un nouveau document, je l'ai intitulé « Discrépance juridique ». Je n'ai encore rien écrit dedans, mais je savais que je le ferais. Vers la fin de l'après-midi, j'ai composé le numéro de Tim Morsy, l'ancien avocat de papa.
Je ne lui avais pas parlé depuis les funérailles. Il a décroché après 3 sonneries. Elan, a-t-il dit comme si je n'étais jamais parti. Ça va? À peine, ai-je dit. Tin, te souviens-tu de la version finale du testament de mon père? Celle avec ton nom comme exécuteur? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Ton père était très clair. Il te faisait confiance pour gérer la succession. As-tu été impliqué dans la nouvelle version qui a été déposée? Il a marqué une pause assez longue pour que je connaisse la réponse. Non, Griselda m'a dit qu'elle s'en occupait. Elle a dit que tu te retirais. Je n'ai pas répondu. Sa voix a changé, passant du chaud au ferme. Si tu as cette copie originale, Elan, ne la perds pas. Elle aura du poids, surtout si elle est témoignée et datée. Elle l'est, alors protège-la comme de l'or. Je l'ai scannée sur mon ordinateur portable, je l'ai sauvegardée sur 2 disques externes et un compte cloud sous un pseudonyme. Ensuite, j'ai imprimé 3 copies certifiées conformes et je les ai scellées dans des enveloppes séparées. Une pour un avocat, une pour un coffre-fort, une pour ce qui allait arriver ensuite. Plus tard dans la nuit, en vérifiant certains dossiers de spam pour un email de confirmation manquant, j'ai trouvé quelque chose que je n'étais pas censé voir. Une chaîne intitulée Hélène, garde-la dehors discrètement. C'était de Griselda, avec copie à notre mère et à Vespé. Je l'ai lu, puis je l'ai relu. Des lignes comme « Nous devons surveiller ses humeurs ». Elle a toujours été obsédée par la justice. Elle a sombré après la mort de papa. Ne l'antagonisez pas, laissez juste de l'espace. Limitez tout ce qui est financier. Redirigez si elle pose trop de questions. Mes yeux n'ont pas embué. Ma mâchoire ne s'est pas serrée. Je me suis juste plié. Ce n'était pas juste me couper des papiers. C'était me couper de mon caractère. Il mettait en place un récit. Pas seulement pour les autres, mais entre eux. Construire une affaire avant même que je sache que j'étais jugé. J'ai imprimé l'email, je l'ai classé dans le dossier marqué épreuve. Je n'ai appelé personne, je n'ai pas exigé de réponse, je n'ai pas envoyé de réponse. Je me suis assise avec, j'ai laissé pourrir dans le silence qu'ils avaient créé pour moi. Puis j'ai ouvert un nouveau document, déclaration des faits. J'ai commencé à écrire, calmement, sans adjectifs, juste des dates, des documents, des témoins, des événements. Ils ont plaidé leur affaire. Maintenant, je plaiderai la mienne. Pas avec des supplications, pas avec des cris, avec des preuves. Le foulard est resté intact dans le tiroir. Il ne méritait pas cette partie de l'histoire. Avant de me coucher, j'ai réservé une consultation avec un avocat spécialisé en succession. J'ai utilisé un nom différent, une recommandation d'une amie qui ne me devait rien et qui aimait ça. Ensuite, j'ai fait une liste, des personnes qui avaient été présentes lorsque le testament original a été signé, notarié, témoigné. J'ai esquissé chaque modification apportée après la mort de papa. Je les ai recoupées avec des emails, des entrées de calendrier, des photos. Ce n'était pas une bataille de volume. Ce serait une bataille de précision. Je n'étais pas censé voir l'email. Une amie me l'a transmis par courtoisie. L'une de ces courtoisies de petite ville où les gens ne veulent pas être au milieu, mais veulent quand même que vous le sachiez. L'objet disait « Déjeuner des récompenses civiques, préservation de la legacy. Griselda Pierce ». J'ai regardé l'écran pendant un long moment. La récompense était pour la restauration continue du domaine de la famille Pierce. Celui que j'avais payé, planifié, déposé des permis, géré chaque entrepreneur et facture pendant plus de 2 ans, le projet pour lequel j'avais refusé un congé sabbatique parce que Griselda avait dit que nous devions le garder dans la famille. La liste des invités était complète. Maire, conseil, donateur, journaliste. Mon nom y figurait. Je n'étais pas invité. Peu importe. J'ai trouvé un moyen d'entrer quand même. Une semaine plus tard, je suis entré dans la salle de bal vêtue de noir et de beige. Pas de couleur, pas de déclaration. Je me suis assise dans le coin arrière en tant qu'invité de quelqu'un d'autre, j'ai dit bonjour à personne, j'ai tout regardé. Quand ils ont distribué les programmes de l'événement, je l'ai ouvert à mi-parcours de ma salade. Le voilà. Mon nom, en quelque sorte. Hélène Fulton, coordinatrice adjointe, retraitée, reléguée sous une note de bas de page concernant la paperasse initiale du domaine. Hélène, pas Élan.
J'ai cligné des yeux, j'ai lu 2 fois, j'ai senti l'air quitter mes poumons. Tous ceux qui m'entouraient continuaient de manger, de bavarder, de rire. Ils n'avaient pas remarqué. Ou peut-être qu'ils avaient remarqué, et cela ne leur signifiait rien. J'ai regardé à nouveau la liste des contributeurs. Bien sûr, je n'étais pas sur cette page non plus. Mais le nom de Griselda figurait 3 fois. Une citation. 2 crédits. Quelqu'un derrière moi a murmuré, n'est-ce pas leur sœur qui a aidé avec la maison? Une autre voix. Peut-être qu'elle s'est retirée. Je ne me suis pas retourné. Ce n'était pas une erreur. C'était de la chorégraphie. Les lumières se sont tamisées. La musique a joué. L'animateur a présenté l'une des femmes les plus visionnaires de Savannah. Griselda est montée sur scène dans un tailleur sur mesure, vert émeraude, de la même teinte que le foulard que j'avais replié dans le tiroir après le mariage. Elle a souri comme une reine de beauté et a commencé son discours. Elle a parlé des femmes qui préservent l'âme de leur famille. Elle a remercié notre mère nommément. Elle a fait référence au premier jour de planification où personne ne croyait que cette maison pourrait être sauvée. Elle a utilisé des expressions comme sacrifice personnel et dévouement silencieux. Et pas une fois elle n'a dit le mien. Chaque mot était un vol. Un vol lisse, gracieux, préapprouvé. Et la foule l'a gobé. Je n'ai pas bougé. Mes mains étaient dans mes genoux. Mon dos était droit. J'ai senti la brûlure monter dans mon cou, mais je suis resté immobile. Elle a terminé en disant, la legacy ne se construit pas en un seul moment. Elle se construit en étant là quand ça compte. Ils ont applaudi comme si elle avait résolu la faim dans le monde. Elle a serré la main du maire. Elle a pris des photos avec le conseil municipal devant la nouvelle bannière de Brandigne, la bannière que j'avais conçue. Dans mon sac à main, j'avais une des copies certifiées conformes de l'acte original, mon nom, la signature de papa, le tout. Je l'avais apporté non pas pour faire du scandale, mais parce que je n'étais pas sûr de ce dont j'aurais besoin. J'ai envisagé. Juste un instant, j'ai imaginé monter, la sortir de l'enveloppe, la brandir au-dessus de ma tête comme une vérité finale, en disant, cette legacy que vous vendez, je l'ai construite. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'en avais fini de jouer la comédie. Cette foule n'était pas prête à écouter. Ils étaient trop occupés à applaudir. La legacy ne concerne pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui laisse quelque chose qui dure. Après l'événement, alors que les gens se dispersaient dans le couloir, une femme m'a tapé sur l'épaule. Ancienne collègue. Nous avions fait de la coordination bénévole pendant des années avant que Griselda n'intervienne. Je pensais que c'était vous derrière tout ça, a-t-elle dit, voix basse. Je n'ai pas expliqué. Je lui ai tendu ma carte. Parlons-en bientôt. C'était tout ce dont j'avais besoin. Si au moins une personne avait remarqué que la vérité ne correspondait pas à l'éclairage de la scène, c'était un début. De retour à la maison, j'ai écrit une ligne sur un bloc-notes. Chaque performance a un public. Certains prennent des notes. Puis j'ai ouvert un nouveau fichier sur mon bureau. Le jour où mon nom a été réécrit. J'ai listé tout, le programme mal imprimé, les crédits du projet édité, les captures d'écran de ces citations, les photos de l'événement tirées de Facebook, taguées et horodatées. Je les ai toutes jointes à un dossier juridique sécurisé. Puis j'ai rouvert la vieille enveloppe. Celle avec l'écriture de papa, je l'ai repliée dans sa pochette. Il voulait une legacy. Créons une qu'ils ne pourront pas supprimer. Le café sur Barnard n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes tables ébréchées, la même odeur de marque de café brûlé. Je l'ai rencontré là par hasard. Ou peut-être que le destin y était pour quelque chose. Une dame âgée du vieux groupe Rotary de mon père. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle a semblé surprise de me voir. Elle a souri comme les gens sourient quand ils essaient d'évaluer ce que vous savez. Nous avons échangé des banalités. Elle m'a demandé comment j'allais, sur quoi je travaillais. J'ai donné des réponses polies et vagues. Puis elle s'est légèrement penchée et a dit, « Vous nous avez manqué dans le segment de la famille Pierce le mois dernier. Vous étiez toujours si impliqué. » J'ai hoché la tête, pris une inspiration avant de répondre. « Oh, les choses ont changé. » Elle a incliné la tête. « J'ai toujours pensé que vous étiez l'architecte de cette restauration du domaine.
Cette phrase a eu un impact différent. Ce n'était pas un compliment. C'était une confirmation. Quelqu'un en dehors de la famille se souvenait. Quelqu'un qui voyait ça plus durement que toutes les excuses que je n'aurais jamais. De retour à la maison cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec une alerte de calendrier. Je l'ai d'abord ignorée, mais quelque chose m'a ramené. Elle était réglée pour le mariage passé de Griselda. J'ai cliqué dessus. L'un de ces bugs de synchronisation avait ramené un vieux brouillon de mail de planification. Curieuse, j'ai cliqué sur revoir le fil. Mon estomac s'est serré. C'était une chaîne de messages entre Griselda, notre mère et Vespé envoyés des semaines avant le mariage. Design floraux, plan de table, chronologie de la cérémonie. Puis je l'ai vu. Notre mère avait écrit « Élan compliquerait les choses. Mieux vaut la laisser dehors discrètement ». Cette phrase ne venait pas de la colère. Elle venait du calcul. Poli en surface, chirurgical en dessous. Je l'ai lu 3 fois. Ils ne m'avaient pas seulement oublié. Ils avaient prévu autour de mon absence. Le genre d'exclusion qui se part de langage doux et de ton subtil. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché rapidement, comme elle le faisait toujours quand elle ne s'attendait pas à une confrontation. Je lui ai demandé si elle avait vu l'article la semaine dernière, celui où j'avais été coupé de l'histoire. Elle a fait une pause. Oui, c'était très bien écrit, belle mise en page. J'ai attendu. Elle n'a pas mentionné mon absence, alors j'ai abordé l'email calmement. Elle l'a nié d'abord, puis s'est embrouillée, disant « Je ne pensais pas que tu voudrais y être. » Je ne l'ai pas laissé s'en tirer facilement. « Ou est-ce que tu ne voulais pas que je sois là ?» Elle a soupiré. C'était plus simple comme ça. Tu rends toujours les choses trop émotionnelles. C'était ça. Pas de cris, pas de larmes, juste le silence. Puis j'ai dit, compris. Et j'ai raccroché. Pas dans la rage, dans la clarté. Je ne cherchais plus d'excuses. Je cherchais de la documentation. Cette nuit-là, j'ai vidé le mur du salon, j'ai commencé à épingler des photos, des copies d'articles, des emails imprimés, des factures. J'ai relié les omissions aux événements, la reconnaissance publique à la suppression privée. J'ai nommé le fichier, ce qu'il ne voulait pas dans le dossier. Je l'ai dit à voix haute à personne. Leur histoire m'efface. Mais les faits ont une mémoire, même quand les gens ne l'ont pas. À partir de ce moment, ma concentration a changé. Je ne voulais pas de justice. Je voulais de l'exactitude. Le lendemain, je suis passé au centre communautaire pour déposer de vieux documents de dons qu'il demandait. La même femme du café était là. Elle a souri à nouveau, cette fois différemment. « Vous étiez vraiment l'épine dorsale de cet endroit », a-t-elle dit. « Tout le monde le sait. » Je lui ai tendu une carte. « Si quelqu'un demande à propos de la succession, ai-je dit, dites-lui ce dont vous vous souvenez. » Pas en colère, pas désespéré, juste clair. La vérité n'a pas besoin de drame. Elle a juste besoin de témoins. Cette nuit-là, j'ai reçu un message vocal de Griselda. Sa voix n'était pas tranchante cette fois. Elle était inquiète. J'ai entendu dire que tu posais des questions. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je n'ai pas rappelé. Je lui ai envoyé un SMS d'une phrase. Je documente juste ce qui s'est passé. Dois-je m'inquiéter que tu t'inquiètes? Puis j'ai classé le message vocal avec le reste, j'ai marqué la date et j'ai souri parce que la peur avait enfin changé de camp. Tout a commencé par un SMS de Lisa, une vieille amie de mes années en finance. Chanel 4. Now, c'est en direct. Je n'ai pas demandé qui, je le savais déjà. J'ai allumé la télévision et là, elle était, assise en face d'un présentateur national qui ne savait pas qu'il interviewait une fraudeuse. Griselda avait l'air impeccable, prête pour la caméra, les mains parfaitement jointes sur ses genoux comme si elle avait été formée, et autour de son cou, mon foulard, pas un comme celui-là, le mien, la soie verte que j'avais pliée et rangée dans un tiroir il y a des mois. Celui que j'avais acheté pour elle avant d'être désinvité au mariage. D'une manière ou d'une autre, il s'était retrouvé autour de sa gorge, servant maintenant de toile de fond douce à ses mensonges. Ils ont parlé de legacy, d'autonomisation, de leadership féminin. Elle a souri en lâchant des phrases comme « Parfois, pour grandir, il faut laisser certaines personnes derrière soi », et l'animatrice a hoché la tête.
Je n'ai pas jeté ma tasse. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise à siroter un café qui était froid depuis 1 heure, à regarder mon travail, le nom de ma famille, ma fiducie enveloppée dans un foulard à la télévision nationale. Elle vient juste de remettre mon nom dans le dossier, ai-je murmuré à personne. Elle ne le sait juste pas encore. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message de mon avocat remplaçant. Une hypothèque avait été déposée, enregistrée contre la propriété Pierce. Il y a 3 mois, Griselda avait utilisé la succession comme garantie pour un prêt de capital investissement. Seulement, la succession n'était pas seulement la sienne. Pas légalement, pas financièrement, pas selon le testament de papa. Aucune co-signature, aucune procuration, juste une propriété totale présumée enregistrée sous son nom. Elle avait listé ma part comme un intérêt inactif. Comme si j'étais morte. Je n'ai pas paniqué. J'ai rassemblé tout. Le testament notarié de papa, l'acte avec les doubles signatures, les factures de restauration que j'avais couvertes personnellement. J'ai empilé les pages sur le comptoir de ma cuisine comme des cartes avant une dernière main, et j'ai étiqueté le dossier levé de fonds frauduleuse, pièce numéro 7A. Ce soir-là, Griselda a brisé son silence, m'a envoyé un SMS directement pour la première fois depuis les funérailles. Peu importe à quel point tu cries fort, tu seras toujours celle qui l'a financé, pas le visage dessus. Tu as de la chance que j'ai laissé ce foulard briller. C'est ce qu'elle a écrit. Ce n'était même pas de la rage qui m'a frappé, juste du dégoût. J'ai répondu avec un seul emoji, un reçu, puis j'ai tapé, tu viens juste de mettre ce foulard à la caméra. Il sera superbe dans le dossier de preuve. J'ai envoyé le fil à mon avocat. Objet, admission par arrogance. Après le dîner, je suis entré dans le garage, j'ai ouvert le classeur verrouillé, et j'ai étalé chaque pièce, document, photo, horodatage sur la table pliante que j'utilisais quand papa et moi trions les outils. J'ai installé mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Pas pour les tribunaux, pour le dossier. J'ai parlé calmement comme si je faisais un bulletin météorologique. Ceci est une déclaration des faits. J'ai exposé la piste financière, la propriété, la tromperie. J'ai montré des captures d'écran, des certificats légaux, des photos de l'événement civique, des images du foulard. C'est une opération de blanchiment de legacy, ai-je dit. Et je suis l'étiquette de blanchisserie qu'ils ont essayé d'arracher. Quand j'ai eu fini, j'ai sauvegardé la vidéo 2 fois. Une sur un disque dur, une dans un dossier crypté, je l'ai titré Legacy Dauphinette by Trousse. J'ai regardé le foulard une dernière fois avant de le sceller dans une boîte d'affichage en verre, en l'étiquetant preuve revendiquée comme symbole. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'Odette, un journaliste local qui avait couvert les récompenses civiques. Elle n'a pas perdu de temps. Je sais que vous étiez la véritable architecte de ce domaine. Vous voulez parler? Je n'ai pas hésité longtemps. Seulement si vous êtes prête à raconter l'histoire qu'ils ont coupée trop longtemps. Je lui ai envoyé un échantillon de mes dossiers, photos, chronologie, citations. Quelques heures plus tard, elle m'a écrit, ce n'est pas un différend familial. C'est une dissimulation. Cette histoire a du mordant. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains étaient immobiles. Je ne tremblais pas. Je n'attendais pas. Le lendemain matin, j'ai finalisé tout, vidéo, notes juridiques, transcription, liste de preuves. J'ai tout sauvegardé sous un nouveau titre. L'affaire Pierce, publication contrôlée, je l'ai programmée pour envoyer par email à un avocat, un journaliste et un notaire si je n'annulais pas la minuterie dans les 10 jours, juste au cas où. Puis j'ai regardé le foulard dans la boîte d'affichage, j'ai écrit une note, laissez-les le porter, et j'ai terminé mon affidavit avec une seule ligne. Mon nom n'a pas besoin d'être dit, il a juste besoin d'être signé. Ils m'ont dit que ça n'irait nulle part, que ces types d'affaires ne se terminaient pas par des résolutions, juste par de l'épuisement. Mais la requête a été acceptée. L'audience serait à huis clos. Pas de presse, pas d'enregistrement, juste des membres du panel, le conseil, et du papier. Je n'avais pas besoin de foule. J'avais besoin de faits, et je les avais. Ce matin-là, j'ai porté du gris, un blazer simple, des ballerines noires, pas de maquillage au-delà de ce qui m'empêcherait d'avoir l'air fatigué. Autour de mon cou, un foulard. L'autre moitié de l'ensemble que j'avais acheté avant le mariage de Griselda, celui que je ne lui avais pas donné. Je suis arrivé 15 minutes en avance, me suis assise au bout de la table, le dos droit, les mains jointes.
Griselda est entrée quelques minutes plus tard, flanquée d'un jeune avocat qui semblait encore apprendre à nouer sa cravate. Notre mère a suivi, sans parler. Ses yeux ont croisé les miens pendant une demi-seconde, puis ont baissé. C'était bien. Je n'étais plus là pour elle. J'ai respiré une fois profondément. Il ne s'agissait pas d'être vu. J'étais là pour être entendu. Les documents ont été présentés en ordre. Testament original, fils de mai, reçu de taxes, dossier de garantie. Chacun d'eux était estampillé, daté, témoigné. Son avocat a fait une tentative faible, les appelant obsolètes, disant qu'il y avait eu un changement naturel dans la structure familiale. Tin n'a pas bronché. Il a cité le code légal, le précédent, a pointé la vidéo que j'avais apportée. Mon père, de sa voix, rauque mais vive, s'adressant directement à la caméra. Je l'ai choisie Aileen parce qu'elle est la seule qui n'a jamais demandé ça. Griselda s'est déplacée sur son siège. Le panel était silencieux. Un membre a demandé, « Votre sœur a-t-elle été informée avant que ces transactions n'aient lieu ?» Son avocat a marmonné. Griselda n'a rien dit. Et ce silence, il était plus fort que tout le reste dans la pièce. Pendant une interruption, alors que l'avocat sortait pour murmurer dans les coins, Griselda s'est penchée vers moi. Elle n'a pas crié, elle n'a pas grondé. Elle a souri. Tu n'étais que le portefeuille. Toujours. Tu ne le savais juste pas. Sa voix ne s'est pas brisée. Mais la pièce s'est fissurée. Un membre du panel s'est retourné et a écrit quelque chose. Je n'ai pas répondu. Pas un mot. Je n'en avais pas besoin. Cette phrase m'a acheté le genre de liberté qu'aucune excuse n'aurait jamais pu m'offrir. Quand ils sont revenus, l'arbitre principal a regardé Griselda, puis moi. Votre ton aujourd'hui, mademoiselle Pierce, indique un mépris constant pour le devoir fiduciaire. Sur la base des preuves présentées, nous concluons que les droits de madame Fulton à la succession ont été révoqués de manière inappropriée. Mes droits légaux ont été rétablis. Griselda serait tenue de soumettre toute décision future à une surveillance par tierce partie. Au moment où ils ont lu la décision à voix haute, notre mère a fermé son dossier, n'a rien dit. En sortant, elle m'a regardé une fois, à peine, et est passée devant comme si nous étions des étrangers sur un trottoir. Je ne l'ai pas arrêtée. Il ne restait rien à échanger. Je suis sorti de ce bureau au soleil, pas victorieuse, pas joyeuse, mais entière. Aude Valls attendait près d'un banc. Elle s'est levée en me voyant, un classeur sous le bras. « Vous avez quelque chose pour moi ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu un fin dossier intitulé « La vraie legacy, de l'ombre à la voix ». « Vous voulez une citation ?» a-t-elle ajouté. J'ai secoué la tête. Juste les faits, puis j'ai fait une pause. Certaines personnes héritent de biens, ai-je dit. J'ai hérité du silence et je l'ai transformé en preuve. Elle a souri. Pas de performance, juste un sourire qui savait. J'ai refusé une interview complète, lui disant de publier l'article quand elle serait prête. Plus tard dans la semaine, j'ai visité la tombe de mon père, j'ai apporté le foulard. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise tranquillement, puis j'ai glissé le foulard et une copie de la décision du tribunal dans une enveloppe étanche et je l'ai enterré sous le vieux chêne derrière sa pierre tombale. J'ai porté le poids, ai-je murmuré. Je rends le reste. Des mois plus tard, le lancement de ma fondation a été discret, délibérément. Pas de presse, pas de discours, pas d'inauguration, juste un enregistrement silencieux et une archive numérique. Un lieu pour des femmes comme moi. Des femmes effacées par la famille, par le silence, par des noms réécrits dans des documents qu'elles n'ont jamais vus. Je n'ai plus jamais mentionné Griselda. Pas dans les interviews, pas dans les histoires, pas en défense, seulement dans la leçon. La vérité ne crie pas.